Et retour sur ce plateau, on va voir quelques images du tout dernier sommet Afrique-France. C'était en France, là c'était tenu en France et c'était beaucoup plus avec la société civile. On va voir, non, ça c'est une ancienne image. Et d'ailleurs justement, janvier Momo, on revient à ce format-là avec des chefs d'État du continent. Pourquoi est-ce qu'on revient à ce format-là? Je pense que c'est un format qui a produit à la France tout ce dont elle avait besoin en Afrique. C'est le format des hommes liges. C'est le format du précaré. C'est le format de l'Afrique du marigot de papa. C'est le format de ceux qui, lorsque l'Élysée a béni, le peuple se tait. C'est ça, il faut y revenir, M. Fondon. Et c'est un retour qui était attendu par nous, parce que nous le disions toujours. L'impérialisme est une voiture à une seule vitesse. Le chien ne change pas de façon de s'asseoir. Ce que nous avons commencé depuis la colonisation et qui a porté des fruits, nous devons continuer à le faire. Oui, c'est ce format. C'est ça le format. C'est-à-dire le format de la domination. Le format de l'outrecuidance. Le format de la prédation sous toutes ses formes. Le format du maintien de l'Afrique dans la pauvreté. Le format du mythe de Sisyphe. Celui-là qui ne permettra jamais à l'Afrique d'atteindre le sommet, d'atteindre la souveraineté, la liberté, l'indépendance. C'est enfin le format de l'Afrique misérable. Oui. C'est inquiétant que à Montpellier, on nous ait fait comprendre que l'Afrique doit se développer avec la fine fleur. L'Afrique doit se développer avec ceux qui sont acceptés à l'Élysée comme les dignes représentants de ce continent. C'est-à-dire une société civile taillée sur mesure. Une société civile qui est capable de refléter exactement, de défendre jusqu'au dernier souffle les intérêts extérieurs des pays extérieurs, parfois contre les intérêts des populations locales qui, elles, sont vouées aux gémonies, vouées à un cycle d'appauvrissement éternellement recommençant aux populations qui, à un moment donné, n'auront que le résidu de leur richesse. Nous avons regardé le format de Montpellier, le nouveau format où on nous a affirmé que désormais la tutelle, ou du moins la domination du précaré était terminée, qu'il fallait discuter avec une certaine caste d'Africains mondialement reconnus, c'est-à-dire des écrivains choisis sur le tas en fonction de leur vision, affirmée ou non, sur les plans de l'Élysée. On a choisi ceux qui pouvaient parler au nom de l'Afrique, pour l'Afrique, mais dans l'intérêt de l'Occident. On nous a présenté des Africains d'un autre genre qui étaient prêts à dire que l'Afrique est un continent dépotoir où on doit accepter tout au détriment de nos coutumes, de notre façon de faire et surtout de notre propre africanité qu'il faut à tout prix détruire par des mécanismes nouveaux, par une vision nouvelle, tant sur le plan culturel que cultuel,
on nous a présenté enfin des hommes qui pouvaient parler au nom de l'Afrique et que l'Afrique s'agenouille, que l'Afrique se mette, que la génuflexion soit le mode d'acceptation de leur vision avec l'Occident. Mais nous sommes surpris que le nouveau format, celui qu'on affirme qu'on va expérimenter à Nairobi, soit un format connu, M. Fondo. C'est-à-dire que Parfois, il ne faut pas changer la bonne vieille marmite aussi. l'impérialisme est une voiture à une seule vitesse. Ce qui a été fait pendant l'esclavage, pendant la colonisation, c'est ça qu'on doit adopter. Ils reprennent ce format parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ont fermé les oreilles sur ce que les panafricanistes disent. Ils disent, nous l'avons expérimenté depuis l'esclavage. Nous allons continuer. La vitesse est unique. C'est-à-dire, nous ne changeons pas. Nous avons à un moment donné essayé de voir si on peut adjoindre à la vitesse unique une phase intermédiaire, c'est-à-dire la phase des personnalités civiles choisies pour le sommet de Montpellier. C'est-à-dire on nous a présenté des écrivains et tout qui pouvaient parler au nom de l'Afrique. Non, les Africains ont dit non. Eux-mêmes, ils ont dit, ce format, nous-mêmes, on ne peut pas s'adapter. Revenons aux fondamentaux de la colonisation, de l'esclavage, du néocolonialisme, de la domination de l'Afrique. Et il sera expérimenté avec William Ruto au Kenya en 2026. William Ruto, vous le connaissez, mais il a fait partie avec le président Uhuru Kenyatta. Ce sont ceux-là que le même Occident a voulu guillotiner à travers la Cour pénale internationale sous le magistère de la procureure Madame Bomnian, épouse Bensouda, c'est-à-dire Madame Bensouda. Vous vous souvenez que c'est le président Obama qui a demandé à la Cour pénale internationale de cesser les menaces. Et l'Afrique, à ce moment, avait pris le taureau par les cornes dans un sommet, un véritable sommet que l'Union africaine a tenu. C'est le sommet où l'Union africaine a décidé de partir en groupe de la Cour pénale des statuts de Rome de juillet 1998 sur la Cour pénale internationale. À ce niveau, l'Afrique a donné un ton fort en disant si vous continuez, si vous créez une cour uniquement pour les Africains, nous pensons à un moment donné que nous allons dénoncer le traité de Rome de 1998 qui crée cette Cour pénale internationale et nous partirons en bloc de la Cour pénale internationale. C'est alors que certaines procédures engagées contre William Ruto, l'actuel président de la République du Kenya, et son prédécesseur Uhuru Kenyatta, Jomo Kenyatta, c'est en ce moment que les procédures se sont estompées. Maintenant, on nous fait savoir que le nouveau sommet Afrique-France ou France-Afrique va se tenir à Nairobi, que William Ruto a discuté à New York avec le président de la République française, son Excellence Macron, qui se sont entendus et qu'on va parler du climat, qu'on va parler du réchauffement de la Terre. Je pense que si nous mettons ce sujet sur la table, M. Fondop, nous n'allons pas terminer les fameux sujets sur le climat et sur le réchauffement de la Terre. Mais qui a pollué? L'Afrique non industrialisée peut-elle être coupable? Comment est-ce que les Africains sont toujours coupables? Parce que c'est ça, on vous informe qu'à Nairobi, on va discuter du climat, on va discuter du réchauffement de la Terre, on va discuter d'un certain nombre d'éléments. Est-ce qu'en Afrique, on doit parler du réchauffement de la Terre dû au gaz à effet de serre provenant des industries, des sidérurgies occidentales? Est-ce que l'Afrique doit payer le prix? Parce que l'investissement de l'Afrique aujourd'hui est sur mesure. On vous dit, évitons les polluants. Évitons de polluer. Pendant le premier mandat de Donald Trump aux États-Unis, il a ressuscité une grande usine de production de la houille en Pennsylvanie en disant c'est la mère de l'industrie américaine. Nous n'avons pas... Et il a dit... Accords, hein. Oui, et il a dit ces accords sur le climat ne concernent pas les États-Unis.
Les réunions doivent venir se tenir en Afrique parce qu'on nous dit, les Africains, vous avez la forêt équatoriale qui aujourd'hui est la seule capable de produire de l'oxygène pour regorger, pour en quelque sorte diminuer les effets de la pollution atmosphérique provenant des industries occidentales. Et ils ont dit, il y a l'Afrique, il y a la grande forêt équatoriale africaine et il y a l'Amazonie. Sauf que les Brésiliens leur ont dit, si vous ne voulez pas que nous investissions dans l'Amazonie, donnez-nous l'équivalent en argent. Ils n'ont pas fait comme les Africains. Oui, ils ont dit non, l'Amazonie c'est chez nous, c'est notre richesse. Nous ne pouvons pas aller dire que la Maison Blanche est devenue le patrimoine de l'UNESCO et donc si le président Donald Trump doit travailler à la Maison Blanche, il faut qu'il sache que c'est un patrimoine de l'UNESCO pour déclarer nos forêts patrimoine de l'humanité. Faisons attention. Ce nouveau sommet avec ce nouveau format, avec le thème de ce nouveau format, nous font sourire. Les panafricanistes regardent et se demandent, l'Afrique est-elle en train de revenir, de rentrer 50, 100, 200 ans après où l'Afrique est en train d'évoluer? Parce que le point de vue évolutif, c'est celui des États-Unis. Alors, vous allez venir en Afrique nous demander de limiter les industries qui n'existent même pas. Parce que l'Afrique, c'est le continent le moins industrialisé de la planète. C'est en Afrique qu'on doit proscrire les industries, qu'on doit nous dire le type d'industrie que nous devons avoir. Et c'est un autre piège pour dire que l'industrialisation à laquelle vous aspirez, le sommet sur le climat, vous avez ratifié les conventions sur le climat, c'est que dans ces conventions, il y a des industries qui vous sont interdites. Pendant que ce sont ces industries, la révolution industrielle du XVIIIe siècle en Angleterre, c'était quoi? L'Afrique n'est même pas encore sortie de l'œuf. On veut étouffer l'industrie africaine dans l'œuf avec ce fameux sommet. Et c'est là, et c'est ce que la France nous propose en Afrique. C'est ça? Étouffer l'industrie africaine dans l'œuf, parce que c'est ça le corollaire de tout ce que vous voyez sur le climat, sur le réchauffement de la Terre. Il faut empêcher à l'Afrique de transformer ses matières premières à travers des industries. C'est ça le nœud. Mais eux, ils ont des industries qui sont capables de transformer les matières premières. Même si ils polluent, non, il n'y a pas de problème. À ce niveau, ils ont le permis. Et le permis, c'est quoi? C'est que nous polluons, le permis pour polluer. Et il y a ceux qui doivent payer le prix de ce permis, c'est que vous n'allez pas nous industrialiser. Il n'y a que nous pour polluer, mais signer des conventions. Je pense que ce sommet, une fois de plus, en 2026, avant que 2026 n'arrive, que les Africains commencent à se préparer. Nous avons dit, nous continuons à le dire, où l'Afrique s'élèvera, où elle retombera dans le giron d'une colonisation qui durera des siècles et des siècles. Fort heureusement, 3 pays d'Afrique ont commencé par dire non. Ce sont les pays de l'AES à qui, à chaque émission, nous leur disons courage, nous sommes avec vous. Et je vous propose de retourner un peu au sommet donc, de Montpellier où la France avait décidé de discuter directement avec des intellectuels, des membres de la société civile, des écrivains choisis, des artistes, musiciens, etc. Écoutons un extrait et on revient pour davantage comprendre comment est-ce qu'on va changer en 2026 avec ce retour annoncé au format habituel, avec les chefs d'État. Amina. Écoute Claudie, merci, parce que c'est une excellente transition au point que j'allais vous faire, Monsieur le Président. Moi, je suis marocaine. Tu te présentes. C'est ce que j'allais faire. Ah, d'accord, pardon. Moi, on me dit le temps. Moi, je m'appelle Amina, je suis marocaine, africaine, issue pur produit. Pur produit de l'enseignement français à l'étranger, donc de ces France qui perdurent en Afrique, de ces France dont on est très fiers, mais de ces citoyennetés bancales, un peu à moitié. Je n'ai pas encore le droit de vote en France, je l'aurai peut-être un jour, je le souhaite, mais de ces citoyennetés, de ces mobilités qui vous font un peu réfléchir. Et moi, Monsieur le Président, j'avais envie de vous interpeller sur une question très simple.
Il y a les migrations, certes, mais il y a aussi les mobilités. Et ce qui les constitue. Et les mobilités, c'est aussi de l'argent, des capitaux, des flux économiques concrets. Et par là, j'entends les transferts de fonds des diasporas, qui constituent une gigantesque manne financière, des fois 2 à 3 fois supérieure à l'aide au développement. Ces transferts continuent de faire l'objet de commissions étouffantes par le secteur privé, qui peuvent aller jusqu'à 9% pour l'Afrique subsaharienne et qui ont été complètement trustés par ce secteur. Et sinon, ces transferts s'enterrent dans des réseaux informels qui ne sont ni sûrs, ni garants d'une reconnaissance concrète de l'activité économique de ces diasporas. Alors, Monsieur le Président, ici, il ne s'agit pas de gérer la monnaie des autres, loin de là, mais de permettre aux diasporas africaines de participer au nouveau modèle économique et d'émergence de leur pays. Si vous dites vouloir mettre les diasporas au cœur de cette nouvelle relation, pourquoi ne sont-elles pas considérées comme des citoyens économiques à part entière, ayant elles aussi un vrai guichet public, des maisons des diasporas pour les accompagner? Plus encore, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui le débat public en France sur la question migratoire soit truffé de contresens, de fausses vérités basées sur des faux chiffres, d'approximations, de jugements de valeur là où on pourrait y répondre par la donnée? Pas simplement celle du solde migratoire. Monsieur le Président, nous souhaitons voir émerger un réseau parapublic, ancré dans tous les territoires français, destiné à l'accueil, l'accompagnement, la rencontre avec les locaux et consacrant la citoyenneté économique des diasporas. Proposez-leur un véhicule de transfert de fonds opéré par l'État et en lien avec les réseaux locaux. Faites que ces guichets publics soient un vrai relais d'une nouvelle politique publique de co-développement. Faisons que l'État puisse enfin aider les aidants, comme il le fait si bien sur sa protection sociale. Que ça soit une option viable, qui soit non plus laissée pour compte face aux acteurs privés ou à l'urgence imminente de se digitaliser pour se faire une place. Et grâce à ce réseau et dans une logique d'open data, on pourrait enfin collecter des données concrètes sur cette activité économique des diasporas, sur ce qu'elles apportent, ce qu'elles renvoient, sur cette mondialisation qu'elles construisent et qu'elles le font dans un monde qui est encore aujourd'hui bien trop alternatif. Et surtout, on pourrait donner au débat public français qui en a grandement besoin des cartes en main pour se parler sereinement. Alors si pour s'écrire des lettres, Monsieur le Président, on a encore la poste, pour s'envoyer des fonds, comment on fait? Alors, Et retour sur ce plateau. Abdou Cissé, est-ce que vous êtes encore là? Peut-être dit un mot sur ce sujet. C'est vrai qu'on était parti pour parler davantage du Sénégal, mais est-ce que vous êtes là? Je suis encore là, oui. Voilà. Alors, question. Est-ce qu'on va dire que ce format du sommet Afrique-France que vous venez de voir n'a finalement pas marché? C'est vrai que les jeunes avaient brillé particulièrement par des questions, mais alors, et des observations extrêmement pertinentes faites à la France. Pourquoi est-ce qu'elle ne nous renouvelle pas ce format de votre point de vue? Pourquoi elle veut retourner au format traditionnel avec les chefs d'État et tout le ballet diplomatique qui va avec? Alors, vous savez, ma réponse va être directe et vraiment purement impartiale parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut, le président Macron? Qu'est-ce qu'il veut? Rappelez-vous, en 2017, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé au Burkina, il leur a dit écoutez, moi je ne suis pas un colon. Rappelez-vous, n'est-ce pas? C'est ce qu'il avait dit. Il vient, il dit aux gens moi je suis venu pour autre chose, je ne suis pas un colon. D'accord. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il n'explique rien de clair. Il change de format, il invite les jeunes africains, les jeunes ont été extrêmement pertinents, comme vous avez dit. Bon, par contre, dans cette invitation, il y avait aussi quelque chose de caché, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un des panélistes l'a bien précisé, qu'il avait choisi, en dehors des jeunes qui étaient pertinents, il avait choisi des Africains considérés comme des intellectuels, mais qui pouvaient parler dans le langage de l'Occident. En tout cas, moi, si j'étais invité, moi, à participer à ce débat-là, moi, je pense que je passerai à des problématiques de protection sociale, je passerai à des problématiques de souveraineté monétaire, et je passerai à des problématiques vraiment de comment faire pour avoir du levier monétaire pour se financer. Tous les gens qui étaient là, il n'y en a pas un qui avait abordé les vrais problèmes de l'Afrique. Donc on peut se poser cette question. Mais aujourd'hui, moi j'attends une seule chose dans un sommet France-Afrique. Si les Africains doivent se mettre en face des Français, donc si le président de la République française doit venir se mettre en face des Africains, il y a 3 choses qu'il faut aborder. Nous sommes certes indépendants depuis plus de 60 ans. Qu'est-ce que la France a fait chez nous pour nous faire avancer? Si vous voyez un seul projet en Afrique francophone où la France s'est battue, a mis bec et ongles pour que ce projet avance au bénéfice des Africains, vous me le dites. Moi, je n'ai pas vu. Vous voyez des AFD,
vous voyez des OCDE, vous voyez la communauté économique européenne, vous allez à la BAD, vous allez être étonné, la Banque africaine de développement, allez voir qui sont ses actionnaires. C'est des France, Allemagne, et États-Unis, etc. Vous allez vous demander, mais la BAD, elle va développer quoi? Vous regardez le modèle de transformation de la BAD, vous vous rendez compte que c'est une banque qui, à la limite, c'est un hedge fund. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle ne fait que de la transformation. On ne sait pas d'où elle cherche des ressources, etc., etc. Donc, il faut attaquer 3 problèmes quand le président de la République française vient nous voir. 1. Qu'est-ce que la France peut faire pour que l'Afrique bénéficie d'une protection sociale? Parce que c'est ce que la France a. La France, ce qu'elle a aujourd'hui, qu'elle peut nous vendre, c'est un modèle de protection sociale qu'elle a réussi et que le monde entier lui envie. Comment faire pour qu'en Afrique, on ait une protection sociale correcte? Bon, ça, on peut discuter avec lui sur ça. Deuxième chose, il faut poser la question au président français. La France bénéficie d'un levier monétaire, d'un service public monétaire pour régler ses problèmes depuis 2008. Qu'est-ce qu'on fait avec des pays à qui la France a garanti la convertibilité de la monnaie? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi la France n'impose pas à la Banque centrale, aux banques centrales de la France, BIAC et BCEAO, de pouvoir faire exactement ce que la BCEAO lui fait? C'est tout. Voilà les problèmes qu'il faut régler. Nous avons des problèmes de financement. Ça fait 60 ans, la France ne finance pas, nous endette. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas continuer comme ça. Voilà les problèmes qu'il faut régler. Et ça, c'est pas la peine d'envoyer des jeunes qui sortent de tout, qui connaissent la diaspora. C'est pas ça. Il faut amener des gens qui sont capables de parler un langage franc, économique, financier. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a une troisième chose qu'il faut demander à la France, c'est que de toute sa vie, les banques françaises ont été en Afrique. Qu'est-ce que la France attend pour accepter qu'au niveau de la France même, on ouvre des banques de la diaspora de chaque pays? Ça, si on le fait, ça participe très rapidement à notre développement. Parce que nous, pendant 10 ans, on a cherché ici en France à ouvrir des banques africaines. 10 ans, on a eu des bâtons, mais je ne dis pas même pas dans les roues, on a eu des bâtons même dans les oreilles. On a tout eu. Pourquoi pas? Pourquoi la France refuse que nous ayons nos banques de diaspora ici? Parce que si on a nos banques de diaspora ici, on mobilise le salaire des gens de la diaspora dans une banque et on finance des projets en Afrique. C'est tellement simple. Et plutôt que de nous laisser comme ça, à nous dire, oui, on ne peut rien faire ici. Rien. Et la France peut tout faire chez nous. Ça, c'est pas ensemble. Donc, voici des problèmes qu'il faut soulever dans un sommet. Merci. Merci à vous, Abdou Cissé, et retour sur ce plateau avec vous, et Herman Moussinga. Alors, pourquoi est-ce qu'on revient à la bonne vieille formule? Pourquoi, de votre point de vue, dans les relations franco-africaines? Les tête-à-tête entre chefs d'État et entre chefs d'État français et africains, on va dire quoi, les rencontres très protocolaires, les photos et tout. Macron avait dit qu'il n'en voulait pas, mais pourquoi est-ce qu'il en veut maintenant encore? Vous savez, Maître Momon a cessé de le réitérer, le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir, pour emprunter le proverbe, cet adage ivoirien. Vous savez, pour être encore plus sérieux, vous savez, ces gens ont poussé le bouchon trop loin. Il y a d'abord à une époque où Sarkozy déclare que l'Africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Et juste après, il nous parlera de l'immigration choisie. Et pour aller plus loin, l'humiliation, ils ont continué à poser des actes, c'est-à-dire prétestant que nous sommes des sous-hommes, voire même nous comparant aux animaux, pour le dire de manière terre à terre. Et comme si ça ne suffisait pas, ce nouveau est arrivé, ce jeune homme, qui est arrivé installé par on ne sait quoi, et qui lui a dit qu'il changeait également la formule, et qui s'est permis à un moment donné d'inviter la jeunesse africaine, c'est-à-dire en lieu et place des chefs d'État. Ceci fut encore une humiliation de trop pour les Africains. Et c'est là où, moi, je pense que beaucoup de chefs d'État africains ont commencé à prendre véritablement conscience
Parce que ce sommet avec les jeunes Africains, c'était une humiliation de trop. Et moi, je pense que le réveil propre de l'Afrique s'est opéré à partir de ce moment-là. Parce que nous avons beau chanter, nous avons beau crier, nous avons interpellé nos dirigeants, nous leur avons dit ce qu'il fallait faire, nous avons chanté, dansé pour qu'ils nous comprennent, ce n'était pas le cas. Mais avec ce sommet, j'ai compris que beaucoup de chefs d'État se sont réveillés et que la donne était en train de changer. Et vous savez, aujourd'hui, les sommets Afrique-France, à l'époque, ça s'appelait France-Afrique. Hein? Ne sortons pas de là. C'était France-Afrique. Alors, maintenant, c'est Afrique-France. Et autre chose, c'est que ce sommet-là, Afrique-France, ne s'arrête plus seulement à l'Afrique francophone, parce que c'était juste l'Afrique francophone à une époque, à cette époque-là. S'il va se tenir à Nairobi, ça veut dire que l'Afrique anglo-saxon est également intégrée là-dedans. Et souvenez-vous qu'à un moment donné, on avait l'impression que ceux du côté, les Africains anglo-saxons étaient pratiquement ceux qui étaient libres et qui avaient la possibilité de dire des choses. Celui du Ghana, là, il s'appelle encore Akufo-Addo. Voilà, Nana Akufo. Alors, à un moment donné, c'était permis même de faire des déclarations qui lui ont valu pratiquement beaucoup de menaces et l'ont amené très rapidement à changer sa posture. Si le sommet se tient au Kenya aujourd'hui, c'est pour dire qu'au moment où nous nous attelons à travailler pour le réveil, pendant que certains chefs d'État de l'Afrique francophone, eux, estiment que le match a assez duré, 45 minutes, 90 minutes, 120 minutes, même après les pénaltys, la donne ne change pas, qu'il faille changer, parce que je suis convaincu d'une chose. On ne le dit pas assez aux Africains, mais beaucoup de chefs d'État africains ont changé la donne. C'est-à-dire, on ne va pas nous le dire de vive voix, mais on sait qu'il n'y a pas que l'AES que la France a perdu. Oui. Il n'y a pas que l'AES que la France a perdu. La France a perdu beaucoup de pays dans l'Afrique francophone. Se sont débarrassés ou alors sont en train de s'affranchir de l'Afrique. Ou alors ont opéré des mécanismes qui ont amené la France à constater trop tardivement qu'elle n'a plus de même mise. Et c'est la raison pour laquelle la France est obligée aujourd'hui de s'étendre dans les pays anglo-saxons comme le Kenya, prendre le Ghana, essayer de convaincre d'autres pays qui n'étaient pas proches du franc CFA, du précaré français. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est obligé de masquer, mais sans nous dire que ces pays sont en train de rallier ce côté France CFA d'hier, que certains pays francophones sont en train d'abandonner, de se libérer. Donc moi je dis, au moment où nous chantons, nous crions sur les têtes de nos chefs d'État, ne croyons pas que tout est mauvais. Pendant ce temps, les anglo-saxons, eux, de l'autre côté, parce que souvenons-nous, à un moment donné, même le Nigeria a voulu jouer le jeu de la France. Oui. Même le Nigeria a voulu jouer le jeu de la France. S'il ne continue même pas de jouer. S'il ne continue pas de jouer. Même le Nigeria a voulu jouer le jeu de la France. Alors maintenant, si la France essaie de s'appesantir sur ce côté-là, mais il faut qu'on sache que l'Afrique francophone est en train de se libérer. Et moi, je suis fier. J'en suis fier que les pays, notre discours n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Même si nous ne savons pas aujourd'hui qui de ceux qui se sont véritablement libérés, mais nous savons que la France va mal parce que beaucoup de pays du précaré se sont libérés et se sont affranchis. Et c'est la raison pour laquelle la France est en train d'étendre son influence dans les pays anglo-saxons, où on nous présente aujourd'hui le climat, le projet sur ceci, le projet sur cela, qui n'ont rien à voir avec les mécanismes du France-Afrique. Mais ça, c'est essayer de prouver aux gens, ou alors de vouloir dire aux gens que, voilà, avec vous, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ci, et surtout les pays anglo-saxons, parce que les autres ont déjà compris. Peu sont ceux qui sont encore dans le giron français. Et les autres ne comprennent pas. Quand ils voient la France débarquer, ils sont convaincus que non, c'est pour leur bien-être.
Et pourtant, c'est pour leur approvisionnement, pendant que les pays francophones sont en train de sortir. Donc, pour moi, ce nouveau format ne changera rien. Et ne soyons pas surpris de voir beaucoup de chefs d'État du précaré français absents à ce sommet de Nairobi. Merci. Alors, maître Janvier Momo, qui ira à ce sommet de Nairobi et pourquoi? Est-ce que ce sera en même temps un baromètre qui permettra de mesurer quels sont les soutiens indéfectibles de la France sur le continent africain, ou alors ça pourrait être une belle opportunité, pourquoi pas, pour des dirigeants du continent, y compris francophones, qui pourraient y aller parce qu'intéressés par le réseautage et aussi les thématiques? Je pense que tout dépend et tout dépend de ce que certains États pensent de la France. Vous avez suivi tout à l'heure l'intervention de M. Abdou Cissé. Si des États africains sont capables de faire ce qu'on appelle le bilan de la coopération avec la France dans leurs États, cela permettra à chacun de savoir s'il faut aller à ce sommet ou pas. Ce qui est sûr, c'est que s'il faut aller discuter des affaires de climat, nous savons que très souvent dans ce type de sommet, ça c'est la face visible. C'est-à-dire on vous présente sur le climat, mais très souvent en off, on discute d'autres affaires qui concernent l'Afrique, les relations franco-africaines ou bien les relations entre les pays africains et les pays de l'Occident. Parce que n'oubliez pas, le sommet France-Afrique, très souvent, c'est la France. On sait qu'en Afrique, la France portait l'étendard. Très souvent, on vous parle de sommet France-Afrique ou Afrique-France. En réalité, c'est un sommet Afrique-Europe. C'est-à-dire avec le président français comme étant la figure de proue de ces chefs d'État-là qui, quand on parle de l'Afrique, on dit non, allons d'abord consulter la France avant de faire quoi que ce soit. Donc, pour répondre à votre question, iront à ce sommet ceux qui ne sont pas capables de faire le bilan, le véritable bilan, la réalité de la coopération avec la France. Iront à ce sommet ceux qui sont incapables de dire non à la France. Iront enfin à ce sommet ceux qui, à un moment donné, et nous pouvons le dire sans risque, que ceux des chefs d'État qui n'ont pas pitié de leur population. Parce que, pour revenir à Abdou Cissé, il vous dit que nous avons sollicité créer une banque de la diaspora en France. Elle n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais écoutez, nous avons nos banques. Comment est-ce que vous allez créer des banques? Ça sera des banques purement africaines pour transférer des fonds en Afrique, pour faire ceci, pour faire cela. Et c'est ça le paradoxe. Parce que le contraire n'est pas possible en Afrique. Le contraire n'est pas possible en Afrique. Quand ils arrivent ici, c'est vraiment, véritablement le marigot de papa. Ils ont tout à leur disposition. Et sur le plan des dossiers dans l'administration, on dit, écoutez, c'est l'Occident. Ça passe, mais quand c'est un originaire d'un de ces États, vous allez entrer dans un véritable labyrinthe où, à des moments, on est capable de vous dire à un moment donné que votre dossier est porté disparu, on ne le retrouve plus. Donc c'est pour répondre à votre question, M. Fondop, il ne va pas manquer, la France continue à des affiliés en Afrique. Si la France n'avait pas des affiliés, l'AES compterait aujourd'hui tous les pays de l'AOF et de l'AEF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. C'est que certains aujourd'hui ne s'y affilient pas parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de ce que va dire la France, que nous avons tourné le dos à la France. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas chasser la France dans nos pays. Nous n'avons même pas vocation. Nous avons invité la France à changer la façon, la politique africaine, de changer la façon de concevoir l'Afrique, de concevoir un nouveau modèle de coopération. Elle a refusé. Elle a dit, nous avons un véhicule qui n'a qu'une seule vitesse, c'est la vitesse de la domination, c'est la vitesse de la dictée, c'est la vitesse des contrats léoniens, c'est la vitesse de ceci, c'est la vitesse de cela. Donc, une chose est sûre, c'est que les Africains, les véritables Africains comprennent les enjeux, que nous allons nous développer par tous les moyens. Nous avons besoin de nous affirmer sur le plan international et une certaine tutelle de la France à un moment donné apparaît excessive et qu'il faille mettre fin par l'affirmation. L'affirmation passe par la déclaration de souveraineté de certains États. Les pays de l'AES l'ont fait
et nous les encourageons à continuer sur cette lancée. C'est un sommet, M. Fondop, qui pour nous n'a pas de raison d'être. S'il faut aller parler du climat, limiter l'industrialisation de l'Afrique vers l'industrialisation vers laquelle nous sommes portés aujourd'hui pour transformer nos matières premières, je pense qu'un sommet qui consiste à limiter ces investissements, je pense qu'il n'est pas le bienvenu pour nous les Africains, du moins pour les panafricanistes. Abdou Cissé, vous souhaitez ajouter un dernier mot avant qu'on ne sorte? Alors, un dernier mot, ouais, c'est vraiment féliciter les panélistes parce que j'ai bien expliqué les problématiques que nous rencontrons ici en tant que précurseur de la diaspora pour essayer de développer les relations entre la France et l'Afrique. Mais mon copanéliste vient de le dire, quoi. Il reconnaît nettement tous les problèmes que nous avons. Maintenant, moi, je pense que dans nos relations avec la France, il faut être intelligent. Nous avons une jeunesse africaine qui aujourd'hui n'est plus manipulable. C'est tout. Nous sommes dans des réseaux où maintenant les informations, on en dispose à tout instant T. Ce qui se passe, tout le monde le sait. Et il y a une forme de mini-esclavagisme qui se pratique et qui doit attirer l'attention de beaucoup de gens. Quand vous voyez maintenant les jeunes Africains, qui sont rares maintenant, parce que maintenant en Afrique, beaucoup de jeunes vont étudier au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. On commence à comprendre que même pour apprendre, on peut rester chez nous. Ça commence à être un point focal. Il faut insister sur ça. Mais le peu de jeunes Africains qui se déplacent encore, qui vont étudier en France, regardez-les, quand ils terminent leurs études, on les laisse en France. On leur dit, allez chercher du boulot. Si vous trouvez du boulot, on vous donne une carte de séjour. Ils restent, voilà. Et donc, ils commencent à travailler. Allez, ils commencent à avoir un petit crédit. Ils sont dans le PIB, donc ils participent au PIB. Et donc, ils sont dans le train-train, ils achètent leur voiture, ils achètent leur maison, après ils restent ici, voilà. Donc, en fait, la France se rend bien compte de ce qu'elle fait, mais en fait, elle ne fait pas attention au fait que, en fait, nous, notre génération, on a vu tout ça, on a compris tout ça. Et ce n'est pas pour rien que, par exemple, nous, dans notre génération, depuis 25 ans, mais on ne fait rien en France, on ne travaille pas en France, on ne travaille que pour l'Afrique. Maintenant, on a une relation avec la France, on a été ici dans de grandes entreprises, etc. On a aussi des installations, on ne peut pas partir du jour au lendemain définitivement de la France, mais on ne travaille que pour l'Afrique. Mais tout ça, la France ne peut pas regarder ça. Et donc, c'est cette intelligence-là qu'on lui demande. On demande à la France... Abdou Cissé, est-ce que vous êtes là? Et voilà. Et donc, retour sur ce plateau. On va vous remercier, Abdou Cissé. On ne parvient plus à établir la liaison. On va vous remercier infiniment d'avoir été avec nous au cœur de ce débat panafricain pour échanger sur les faits majeurs de la semaine. Maître Janvier Momo, je veux également vous remercier d'avoir été là. Merci, M. Fondop. Nous disons aux Africains que Afrique Média, c'est la chaîne. Afrique Média est au service de l'Afrique. Afrique Média se battra toujours pour l'Afrique. La ligne éditoriale d'Afrique Média n'a jamais changé. Elle ne changera pas parce que la direction générale y tient. C'est le média des Africains, pour les Africains et dans l'intérêt des Africains. Merci. Merci également à vous, Herman, d'avoir été là. Merci, Herman. Ça a été un grand plaisir et permets-moi de souhaiter un bon début de semaine comme ça à M. Laurent Elouma Ateba du côté de Yaoundé et aussi au DG de la Sonara, M. Bako Aruna. Je n'oublierai pas le général de brigade Komba Ngolo Tobi qui est à Douala. Et bon début de semaine à tous les Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest. Restez toujours debout, restez collés à notre chaîne de télévision. Et ensemble, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Nous vaincrons ce combat car nous sommes déterminés. Et beaucoup n'y croyaient pas au départ, mais nous sommes là, nous restons debout.
et nous restons fiers d'être africains. Merci à vous, Eman Moussinga. Merci aux téléspectateurs de la chaîne panafricaine. Vous avez été encore une fois de plus très nombreux à nous suivre. Nous vous en remercions pour cette fidélité renouvelée. Et on se dit à très bientôt, toujours en direct.